La parole est à Monsieur Paul Christophe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Éric Ciotti, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais d'abord remercier le groupe UDR d'avoir proposé d'inscrire à l'ordre du jour le sujet de ce débat thématique, puisque nous en avons été privés. Je fais écho au propos de Jérôme Guedj qui a dû s'abstenter. Nous en avons été privés dans la lecture du PLFSS. Je salue également les interventions des rapporteurs et des groupes que je viens d'entendre et qui marquent une préoccupation que je sais commune de répondre aux besoins que suscite le vieillissement de notre société. Ce vieillissement est déjà bien engagé, il va s'accélérer dans les années à venir et il nous place devant des questions nouvelles pour accompagner au mieux les personnes qui ont besoin d'un soutien en autonomie. Car pour ma part, je préfère en parler de soutien à l'autonomie ou de prévention de la perte d'autonomie que de dépendance. Et parler d'accompagnement plus que de prise en charge, qui sous-entend que la perte d'autonomie serait une charge pour notre société. Le gain formidable d'espérance de vie qui nous est offert est une chance pour les personnes et les familles. L'Institut d'études démographiques nous le rappelle, les septuagénaires d'aujourd'hui sont les sexagénaires d'hier. Ces années d'espérance de vie gagnées peuvent s'accompagner, malgré les progrès médicaux, sanitaires et sociaux, de troubles fonctionnels généralement associés à l'arrivée du grand âge. Mais les études internationales nous disent que les situations les plus complexes conduisant à une perte d'autonomie restent contenues. À cet égard, je veux vous partager une très bonne nouvelle, puisque avec sa publication ce mois-ci d'une nouvelle enquête Autonomie Ménage, la DREES nous a appris que l'espérance de vie sans perte d'autonomie a augmenté entre 2015 et 2022 de 0,8 ans pour les femmes et de 0,5 ans pour les hommes, tandis que l'espérance de vie totale est globalement stable. Ce sont donc des années en bonne santé que nous gagnons maintenant. Et je ne peux m'empêcher de lire dans ces progrès les effets positifs de notre système de santé conjugués à celui de notre protection sociale, parfois injustement décriée. Nous voulons, avec la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, soutenir ces effets avec un investissement résolu dans la prévention de la perte d'autonomie. Je parlais d'une prévention adaptée avec la mise en place des bilans de prévention aux âges clés de la vie, avec le déploiement progressif du repérage précoce des fragilités et avec la prévention des chutes. Et d'une prévention efficace, car structurée sur des instances et de moyens dédiés. À cet égard, je veux saluer la pleine mobilisation des acteurs territoriaux autour des conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie présidées par les départements. Depuis leur création en 2015, elles ont déjà permis de changer d'échelle en matière de prévention avec plus de 260 millions d'euros mobilisés en 2024. Les territoires s'adaptent, vous l'avez rappelé, Madame Le Henaf. Ils développent des actions dédiées à la vie sociale, à la pratique du sport adapté. Ils prennent en compte les nouveaux besoins des seniors. Je veux aller plus loin en installant la conférence nationale de l'autonomie prévue par la loi Bien vieillir, appelée de vos vœux. Elle nous assurera la mobilisation des crédits sur les programmes les plus efficients en s'appuyant sur toutes les connaissances scientifiques disponibles, désormais rassemblées par le centre de ressources constitué à la CNSA. Il nous faut aussi prévenir la perte d'autonomie, mais aussi anticiper collectivement les besoins de soutien accru de personnes âgées à l'horizon 2030. On sait que le nombre de personnes de plus de 85 ans va considérablement augmenter à partir de cette date. Et 2030, c'est demain. Je suis convaincu qu'il nous faut déployer une méthode globale pour accompagner ce mouvement. D'abord, en ajustant notre approche aux attentes des personnes concernées, qui veulent être perçues pour ce qu'elles peuvent encore faire et non pas pour ce qu'elles ne peuvent plus faire. Il est donc essentiel d'élaborer des accompagnements dans un cadre de pensée qui insiste sur les capacités et les choix plutôt que sur les faiblesses et les manques. Cette approche est en soi une manière de donner confiance aux personnes en leur capacité d'agir et les professionnels savent qu'elle a des effets positifs sur les personnes âgées. Il nous faut aussi travailler en associant tous les partenaires, les associations, les caisses d'administration, pour donner le choix aux personnes de vieillir où elles le souhaitent et garantir leurs droits et leur participation. Pour donner le choix aux personnes de vieillir où elles le souhaitent, nous devons renforcer et diversifier à la fois l'offre d'accompagnement et de soins, mais aussi les propositions de logements adaptés au vieillissement. Je pense à cet égard au domicile historique, dont l'adaptation doit être plus aisée. Il s'appuie désormais sur le déploiement de MaPrimeAdapt', mais aussi sur des solutions de logement intermédiaire ou des EHPAD. Je compte sur la poursuite de nos échanges pour revenir sur la diversification de l'offre et m'arrête un bref instant donc sur les EHPAD.
Je vous ai présenté, dans le cadre de nos discussions sur le PLFSS, la réforme du financement que nous préparons pour sortir de la crise structurelle que connaît le secteur. J'y reviendrai tout à l'heure. Et j'ai prévu de réunir la Fédération du secteur des EHPAD après l'adoption du budget, dans le courant du mois de décembre, pour échanger sur le rétablissement de leurs équilibres et les évolutions de leur modèle. Car les EHPAD ne sont pas qu'un sujet financier. Pour devenir des lieux de bien vivre, ils doivent laisser aux résidents un droit de visite plus souple, et cela est prévu par la loi Bien Vieillir d'avril dernier, à laquelle vous, élus, avez largement contribué. Se transformer en s'ouvrant à la ville et à l'intergénérationnel, par exemple, en accueillant des logements étudiants, en abritant des crèches, des services publics ou des tiers-lieux ou des lieux de convivialité. De cette manière, les résidents seront davantage au contact des autres générations, et c'est un moyen de rétablir et d'entretenir un lien social absolument crucial pour leur épanouissement. Tout cela en renforçant encore la qualité de soins indispensable à des résidents plus âgés et souvent plus fragiles que leurs prédécesseurs et souffrant plus souvent de maladies neurodégénératives. Dans un contexte de tension sur l'offre de professionnels, c'est un véritable défi qui doit tous nous mobiliser. Je veux insister sur ce dernier point. Notre priorité est aux professionnels dans le secteur médico-social. Je veux les saluer et les remercier de leur engagement quotidien, tout particulièrement ce 26 novembre, qui coïncide avec la Journée internationale des aides-soignants, qui m'a permis d'échanger avec plusieurs d'entre eux au ministère ce matin. Dans leur diversité, ces professionnels représentent environ 1,3 million de personnes, dont 520 000 intervenants à domicile et 90% de femmes. 68% des recrutements sont justifiés difficiles et ce taux monte à 85% pour les aides à domicile. J'entends poursuivre résolument les chantiers lancés pour renforcer l'attractivité de ces métiers à travers les revalorisations salariales, même si nous avons agi dans le cadre du Ségur et des accords Lafourcade, l'amélioration des conditions de travail, la réduction de la pénibilité au travail grâce à un budget annuel de 50 millions d'euros confié aux ARS. Un meilleur accès à la formation et un travail sur l'image de ces métiers à travers la campagne prendessoins.fr lancée il y a tout juste une semaine. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur ces secteurs et c'est bien normal puisque le PLFSS n'a pas permis d'avoir ces débats. Je reviendrai sur la fusion des sections soins et dépendance au regard des questions que vous m'avez posées, puisque, vous le savez, la fusion des sections soins et dépendance en EHPAD est une recommandation de plusieurs rapports, dont celui de la députée Pires Beaune, et a fait l'objet d'un large soutien du secteur pour un financement et une section unique soins et entretien de l'autonomie par l'ARS. Alors que 10 départements étaient concernés au départ, puis 20. Ce seront donc 23 départements qui seront retenus pour cette expérimentation, pour un coût supplémentaire de 200 millions d'euros pour la sécurité sociale en 2023. Ces 23 départements sont ceux qui ont indiqué leur candidature suffisamment tôt pour que les travaux donc, techniques complexes entre les services départementaux et les ARS puissent intervenir. Mais vous le savez, nous avons proposé donc, la réduction de cette expérimentation initialement prévue à 4 ans sur 2 ans pour permettre d'accélérer sur ce déploiement, j'en suis convaincu. Ce sera une simplification de la gestion. Ce sera aussi, vous l'avez souligné, le besoin de répondre à une égalisation de la prise en charge de l'autonomie en EHPAD entre les différents territoires qui s'accompagne également d'une égalisation donc, du reste à charge. La branche autonomie de la sécurité sociale entre dans une nouvelle étape en finançant dorénavant directement l'entretien de l'autonomie selon un principe d'égalité de traitement en fonction des besoins des territoires, vous l'avez souligné. Une convergence vers le haut au niveau de financement de l'autonomie, d'où un meilleur soutien financier pour les EHPAD. Sur la situation financière des EHPAD, vous avez été plusieurs également à souligner le déficit criant dont bon nombre d'entre eux souffrent, puisque la part des EHPAD associatifs déficitaires était donc de 53% fin 2022, celle d'EHPAD publics autonomes de 60% et celui des EHPAD rattachés à une collectivité territoriale de 60% et celle des EHPAD rattachés à un hôpital de 76%. Ce dernier chiffre doit nous interroger sur le modèle des EHPAD rattachés aux hôpitaux qui ne correspond plus nécessairement aux attentes des résidents. Les causes du déficit des EHPAD ces dernières années sont désormais largement connues, notamment grâce aux travaux parlementaires. Un taux d'occupation qui n'a pas retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire, 89% début 2023, contre 94% en 2019, avec des variations évidemment sur le type d'EHPAD que j'évoquais. Il ne faut cependant pas diminuer l'offre, parce que nous aurons plus que jamais besoin de ces EHPAD. On considère que 90% des EHPAD dont nous aurons besoin à l'horizon 2030 sont aujourd'hui présents. Alors, un ensemble de réponses structurelles donc, sera proposé, mais concernant les tarifs d'hébergement, vous savez que 76% des places en EHPAD sont habilitées à l'aide sociale et dépendent du département pour la fixation du tarif. La loi Bien Vieillir, rappelons-le, prévoit à l'initiative des parlementaires et du gouvernement des tarifs
différencié pour les personnes non bénéficiaires de l'ASH, donc qui sont sur une place habilitée à l'aide sociale. La loi prévoit également que l'établissement soit à l'initiative de la fixation de ces tarifs différenciés et que le département fixe l'écart minimum dans la limite d'un cadrage national. Le décret donc, sera proposé d'ici la fin de l'année. Je rappelle également qu'une aide d'urgence de 100 millions d'euros a été proposée à l'aune du budget 2024, qu'une nouvelle enveloppe de 100 millions d'euros à l'initiative des sénateurs est proposée à l'aune du budget 2025 et que, selon l'engagement du Premier ministre pris lors du congrès de l'ADF, 200 millions d'euros supplémentaires seront versés donc, à la CNSA pour conforter la trajectoire d'accompagnement des départements. Il s'agissait de rétablir la confiance avec les départements dans un premier lieu et puis ensuite d'engager, puisque c'est aussi la portée de l'amendement qui est proposé avec ces 200 millions d'euros, engager la réforme des fonds de concours, regrouper ces fonds de concours. Aujourd'hui, ce sont 13 fonds de concours qui sont à la main de la CNSA avec une certaine illisibilité. Demain, nous ambitionnons donc d'en réduire la portée, mais surtout de construire une trajectoire avec les départements, une trajectoire de cofinancement donc des dépenses APA et PCH qui permettra donc de respecter là aussi l'engagement du gouvernement précédent, mais aussi de dépenser, de compenser, si je puis dire plus exactement, la dépense réelle des départements à l'aune d'un pourcentage qui sera déterminé avec eux donc, sur une trajectoire à valider avec la conférence des financeurs. Voilà, Monsieur le Président, voilà, Mesdames et Messieurs les députés, ce que je voulais proposer en quelques éléments de réponse au regard donc, des différentes questions que vous m'avez proposées. Merci, Monsieur le Ministre. Nous en venons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions ainsi que celle des réponses est limitée à 2 minutes, sans droit de réplique. La première question est posée par Madame Brigitte Barège pour le groupe